C'est parti, madame. Merci beaucoup. Alors, on va commencer. Donc, votre galerie, parfait. Donc, bienvenue à tous. Bonjour. Bienvenue à notre 5e causerie du lundi, déjà. Donc, le sujet du jour, c'est les chicanes de voisins ou, si on le prend par la positive, le bon voisinage. Donc, on est heureux de vous accueillir. Je me présente Catherine Pilon, organisatrice communautaire à la Fédération des locataires HLM du Québec, qui me fera plaisir de co-animer avec notre coordonnateur, M. Robert Pilon. Allô, Robert. Bonjour, Catherine. Bonjour, tout le monde. Merci à vous d'être là. Donc, comme à l'habitude, il y en a qui doivent se dire, coudonc, elle répète toujours les mêmes affaires, mais je vais faire les petites consignes. Donc, pour vous exprimer, en fait, il y a 2 options. La première option, c'est le chat. Donc, en bas, vous avez une petite bulle où vous pouvez écrire. Donc, vous pouvez écrire vos questions, mais également, on essaie de favoriser le plus possible l'échange entre vous et nous parce qu'on aime ça vous entendre. Donc, soit que vous posez votre question via le chat ou vous dites « je souhaite parler » ou « je souhaite intervenir ». Puis là, à ce moment-là, on vous donne la parole. Et quand on vous donne la parole, on va vous inviter à ouvrir votre micro qui est en bas à gauche. Le petit micro, quand il est fermé, il est en rouge. Donc, vous cliquez dessus pour pouvoir ouvrir votre micro et prendre la parole. Donc, la séance d'aujourd'hui, comme à l'habitude, elle est enregistrée. Alors, libre à vous de laisser votre caméra ouverte ou fermée. On aime bien vous voir. C'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant, mais c'est quand même libre à vous puisque l'enregistrement se retrouve ensuite sur notre site Internet pour que l'information qui circule aujourd'hui puisse servir au plus grand nombre. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Robert qui va nous faire une brève présentation, comme à l'habitude, sur le sujet du jour. Et ensuite, on va échanger là-dessus. Vous pourrez poser vos questions de clarification dans un premier temps, puis après ça, vraiment, je pense que ce sujet-là va animer vraiment l'ensemble de la réunion. Mais si jamais on avait du temps à la fin, on prendra ce temps-là si vous avez des questions qui sont sur un autre sujet que le sujet du jour. Donc, voilà. Là, c'est vrai. Robert, c'est à ton tour. Merci, Catherine. Bonjour, tout le monde. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui n'est pas facile. Hein? C'est peut-être le plus compliqué parce qu'il y a toutes sortes de cas, mais juste pour vous dire, il y a peut-être une dizaine d'années, on avait fait un sondage auprès des locataires de HLM, puis on leur demandait c'était quoi, selon eux, les problèmes qui les dérangeaient le plus dans le logement. Puis 67% des gens avaient dit que c'était des chicanes qu'il y avait avec le voisin ou le voisine. La peur de croiser quelqu'un dans le corridor, dans l'ascenseur, quelqu'un de désagréable. 67% des gens disaient que c'était ça qui les dérangeait le plus que le fait d'avoir un logement mal entretenu ou un logement qui est vieux et qui n'est pas réparé. Donc, dans le fond, ce n'était pas des problèmes avec le propriétaire, avec l'office qu'on avait le plus. C'était des problèmes entre nous autres, avec les voisins. Ça, je pense que ça reflète assez bien la réalité. Hein, de dire que dans tous nos immeubles, on ne choisit pas nos voisins. Hein. Ce n'est pas nous autres qui les choisissons. En plus, on le sait, les HLM, si le gouvernement met 400 millions par année des HLM, ce n'est pas pour rien, c'est pour loger les populations les plus mal prises. Donc, puis quand on rentre dans notre HLM, on peut être top shape, être en bonne santé, mais après 10 ans, 15 ans, 20 ans, on se retrouve en perte d'autonomie avec les différents problèmes que ça peut entraîner, des problèmes de mobilité physique, mais aussi des pertes cognitives. Ça peut arriver à tout âge, là, mais quand on pogne 80, 90 ans, on peut être dangereux pour nous autres, on peut être dangereux pour les autres aussi. Puis en passant, là, je parle de vieillir, mais on peut être malcommode à tous âges. Hein? On peut être malcommode Mettons, si tu es malcommode à 90 ans, c'est probablement parce que tu l'étais à 70, à 50 et à 30. Il n'y a pas d'âge pour ça, mais c'est une difficulté donc de vivre ensemble. Puis c'est clair que dans les HLM, il y a des gens qui sont souffrants. Il y a des gens qui ne l'ont pas eu facile. Hein?
quand on a eu des revenus modestes, notre situation physique, notre santé, tout ça, ça peut être plus difficile. Là, je vous apprends rien. Donc, des chicanes de voisins, il y en a. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Puis là-dessus, je vais vous présenter rapidement trois diapositives pour essayer de résumer un peu ce qui peut être fait. Et ensuite, on pourra en discuter. Donc, au départ, je remercie Catherine pour les diapositives. C'est elle qui les a fait. Fait que vous voyez, c'est son choix, là. Les couleurs, pas juste le texte, mais les couleurs aussi. Bon. Donc, quand on parle des chicanes de voisins, on a divisé ça en trois pour le profit de la discussion. D'abord, il y a la prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'il y en ait le moins possible des chicanes ou quand il risque d'avoir des objets de différents avec les locataires, comment on peut s'en parler et essayer de régler ça avant que ça dégénère, avant que ça prenne des trop grandes proportions. Donc, on va appeler ça la prévention. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler plus ce qui est de l'ordre du domaine de la médiation. Quand il y a des conflits entre locataires, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens se parlent, essaient de trouver des terrains d'entente pour continuer de vivre les uns à côté des autres. Puis la troisième étape, écoutez, c'est quand rien ne va plus, que le diable est aux vaches, qu'il se passe des choses graves, c'est quoi les recours légaux qui sont prenables contre des locataires qui troublent la jouissance paisible des lieux. Donc, toute la question de la régie du logement, là, qui s'appelle maintenant le tribunal administratif. Là. Donc, c'est ce qu'on va regarder en 15 minutes. C'est mon défi. Donc, si on parle de prévention, écoutez, je pense premièrement, ce qu'il faut se dire, c'est que toutes les activités qu'on fait comme association, hein, dans la moitié des HLM au Québec, il existe une association de locataires, un comité qui organise des activités autour de la salle communautaire à l'extérieur en temps normal, là, pas en période de COVID, c'est plus difficile, mais en temps normal, donc on met de la vie dans les HLM. Puis on met de la vie pourquoi? On met de la vie pour que les gens puissent apprendre à se connaître, se parler, échanger dans un bon climat. Hein? Quand on fait une fête, une épluchette de blé d'Inde, un party hot dog, les gens se voient sous le beau jour. Donc, ça permet de faire connaissance. Et ça, on pense que de faire en sorte que les gens se connaissent, ça fait en sorte que les gens, normalement, la plupart, vont faire plus attention les uns aux autres. En se rappelant justement qu'il y a quelqu'un au-dessus de chez nous, il y a quelqu'un en dessous, il y a quelqu'un à côté, je les connais. Et si jamais il y a nos comportements dérangent parce on marche avec nos souliers dans une maison qui n'est pas bien, qui est en carton, ou on met la radio trop fort, on peut penser que si nos voisins nous connaissent et qu'on les connaît, à un moment donné, ils vont prendre une occasion pour venir nous dire, écoute, tu ne le sais peut-être pas, tu t'en rends peut-être pas compte, mais telle ou telle chose que tu fais, ça me dérange, ça m'empêche de dormir. Donc, les gens vont plus se parler quand il y a des problèmes. Puis, la majorité des gens vont faire un peu plus attention, vont essayer de faire des ajustements pour ne pas déranger la voisine d'au-dessus ou d'en dessous. Ça, c'est des choses que je dirais que la majorité des gens vont faire. Quand on crée un bon environnement, que les gens se connaissent, s'il y a des petits pépins, on ne sera pas trop gêné et on va s'en parler. Règle générale, pas tout le monde évidemment, mais une majorité des gens. Et donc, on pense que le rôle de l'association, c'est justement de créer ces occasions-là par des fêtes, par des activités de loisirs, par des cafés-rencontres, par des jardins, permettre aux gens de se côtoyer sous un bon jour. L'autre chose que l'association peut faire aussi, c'est faire la promotion de bonnes règles de conduite. Puis à cet effet-là, à la Fédération, je vais vous le présenter tantôt, mais on a produit, nous, ce qu'on appelle une charte de bon voisinage. Ce n'est pas un règlement obligatoire qu'on enfonce de force dans la gorge des gens, mais on a produit une charte qu'on peut distribuer aux locataires qui dit, écoutez, on vit dans un immeuble à logement multiple, ce n'est pas toujours bien insonorisé. Voici les règles de bonne conduite qu'on pourrait se donner. Exemple, on se dit bonjour quand on se rencontre. Quand on est chez nous, de préférence, on enlève nos chaussures puis on met nos pantoufles pour que ça fasse moins de bruit, ces planchers. C'est différentes règles
gentil pour dire aux gens, on fait attention les uns aux autres. Ça, on peut faire la promotion de ça. Puis si la majorité des gens font attention, ben, on pense que c'est contagieux comme attitude. Bon. Puis finalement, ce qu'une association peut faire, c'est elle-même comme association dire, nous autres, là, on va donner le bon exemple. Puis notamment, je donne un exemple, mais beaucoup d'associations, dans leur salle communautaire, disent, ici, c'est une zone libre de commérage. Quand on vient aux activités, c'est pour avoir du plaisir, ce n'est pas pour parler en mal des autres. Donc, on n'accepte pas le commérage dans nos activités. Vous voyez, c'est une façon, comme association, de travailler à ce que les gens se respectent et non pas à ce que les gens causent du sucre les uns sur les autres. Donc, c'est des choses qu'on peut faire comme association. Créer un climat favorable à ce que, quand il arrive des choses, que le monde se parle. La deuxième, c'est la médiation. On ne vit pas au pays des licornes. Là. Il arrive que du monde ne s'aime pas. Il y a du monde avec qui ça clique tout de suite, puis il y a du monde avec qui ça ne clique pas. Il y a des gens qu'on n'a plus de misère à tolérer. Il y a des comportements aussi qui viennent nous chercher plus facilement. Donc, oui, il arrive des conflits dans les habitations, puis ce n'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Il y a des gens qui sont très, très, très tolérants, puis à l'opposé, je pense qu'il y a c'est une minorité, mais il y a des gens qui sont peu tolérants, qui sont même intolérants, qui ont la peau courte. Bon, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je vous dirais autant comme individu, comme locataire, que comme association. Moi, je pense que ce qu'on doit mettre de l'avant, c'est de dire aux gens, écoutez, là, on est pognés pour vivre ensemble. Hein? Toi, tu as le droit de vivre ici, mais lui aussi a le droit de vivre ici. On a tous un droit égal à vivre ici. Donc, si on s'haït, si on se déteste, si on chicane, ça peut être longtemps, surtout quand on se voit là, 7 jours par semaine, à tous les jours, surtout maintenant avec la COVID qui fait qu'on sort encore moins. D'avoir toujours le même monde d'en face quand on ne s'entend pas, là, ça peut être longtemps maudit, puis ce n'est pas agréable pour personne. Ce n'est pas agréable pour moi, ce n'est pas agréable non plus, j'imagine, pour l'autre personne avec qui on est en conflit. Donc, on doit dire aux gens, écoutez, on n'a pas le choix, on doit s'entendre, donc il faut se parler, il faut trouver des arrangements, il faut se le dire. S'il y a des choses qui nous dérangent, il faut trouver le bon contexte. Ce n'est pas nécessairement à 11 heures le soir en cognant du balai dans le plafond, là, ou en allant cogner à 11 heures quand quelqu'un a de la visite. Ce n'est pas nécessairement en allant cogner à ce moment-là en criant après qu'on va régler nos affaires. Donc, il faut choisir le bon moment pour aller parler soit seul à la personne pour ne pas y faire honte ou la choquer, là, ou en présence d'une tierce personne qui pourrait servir de médiateur. Il faut s'asseoir, il faut dire ce qu'on n'aime pas, il faut écouter ce que l'autre personne vit, puis il faut essayer de trouver un terrain d'entente. Vous savez, je pourrais vous donner des tonnes d'exemples. Toutes les semaines, il y a des gens qui appellent au bureau et convaincus, par exemple, et c'est des cas vrais. J'habite au 2e, j'appelle à la fédération, puis je dis que c'est écœurant. Ma voisine au 3e, là, elle fait exprès. Le soir, quand tout est tranquille, là, à compter d'11 heures, elle sait que je me couche, puis là, elle se met à faire du bruit en haut. Elle fait du bruit toute la nuit. Elle fait exprès à la maudite. Y avez-vous parlé à la madame au 3e? Non, elle sait. Pour apprendre à un moment donné que la personne là, est malade, elle souffre d'incontinence, puis que la nuit est obligée de se lever pour des raisons de santé. Mais l'autre en bas au 2e était sûr que c'était un coup monté là, pour la faire, pour une détestable là, qui voulait à tout prix l'empêcher de dormir. Donc, souvent, il y a des perceptions. L'idéal, c'est de se parler. Quand on n'est pas capable de se parler, bien, les autres locataires ou l'association, si on veut être de bons conseils, c'est d'encourager les gens justement à trouver les moyens de se parler. Ça peut être en présence, comme je disais tantôt, d'un tiers. Ça peut être quelqu'un du bloc. Hein? Quelqu'un qui est tout le monde le trouve détestable. Il y a peut-être une personne dans l'immeuble qui a un lien de confiance avec cette personne-là, puis à qui on pourrait demander d'agir comme intermédiaire pour lui dire, regarde, là, tu sais-tu qu'avec tel ou tel comportement que tu as, tu es en train de te faire haïr dans le bloc puis que c'est pas bon. Donc, il faut voir là, qui est le mieux placé, finalement, pour parler aux gens qui ont des comportements qui nous dérangent. Il faut aussi être prêts, nous, à mettre de l'eau dans notre bain, c'est bien clair. Là. Mais on est condamné à ça. On vit ensemble, on ne choisit pas nos voisins. Si les gens ne font rien de très grave, de criminel, ben, c'est assez limité là, ce qu'on peut faire. Et on va y revenir.
Euh, L'autre problème aussi, c'est que si on ne trouve pas un terrain d'entente, qu'est-ce qui arrive? Puis ça, on le voit souvent, puis vous le voyez vous-même dans vos immeubles, il y a un danger que des petits conflits se mettent à dégénérer. C'était petit au départ, on ne l'a pas réglé, puis là, ça devient gros, gros, gros. Puis là, le pire, souvent, dans ces cas-là, c'est que les gens qui sont en conflit ont des amis. Puis là, on mobilise nos amis. Puis là, c'est ma gang contre ta gang. Puis là, ça fait des clics dans l'immeuble. Ça peut commencer par un tout petit conflit entre deux locataires pour devenir un gros, gros, gros conflit entre deux grosses ou trois gangs de locataires. Ça, il faut être conscient de ça quand on est actif dans des associations. On ne veut pas que ça dégénère. Donc, il faut vraiment encourager les gens à se parler ou agir comme médiateur ou demander que l'Office, que des intervenants communautaires viennent agir comme médiateurs parce qu'on ne veut pas que ça prenne des proportions trop grandes. Moi, j'ai vu dans le passé des associations prendre parti, par exemple, en disant on va faire signer une pétition de 20-40 locataires contre un locataire. Est-ce que c'est une bonne idée? Écoutez, l'association est là pour tout le monde. Donc, l'association n'est pas là juste pour les fins. Puis on n'est pas des juges non plus, hein, des fois, pour savoir qui a tort, qui a raison. Ce que je vous dirais, c'est qu'en règle générale, on est mieux de ne pas prendre parti et d'encourager les gens à se parler et à trouver du terrain d'entente. Mais en même temps, il faut être de bons conseils. Prenons des exemples. Si y a un vendeur de drogue dans l'immeuble, ben, effectivement, l'association aurait raison de mobiliser les gens, puis de dire on va en parler à l'Office, puis on va demander à l'Office d'intervenir. Il y a des cas où c'est évident. Si une personne met le système de son à 3 heures le matin, puis réveille tout le bloc, ben, c'est facile pour nous de se dire qu'il y a une personne qui, par ses comportements, dérange beaucoup de locataires. Ça n'a pas de sens. On va parler à cette personne-là, on va essayer de la prévenir, l'inviter à changer de comportement. Puis si elle ne le fait pas, effectivement, l'association pourrait dire à l'Office on a un problème avec un locataire, mais c'est évident. Mais souvent, ce n'est pas si évident que ça. Souvent, ce n'est pas un locataire qui en dérange beaucoup, beaucoup d'autres. Souvent, ça va être un locataire qui en dérange un. Il y en a juste 2 qui sont concernés. C'est difficile de prendre parti là, pour un ou pour l'autre. Il faut plus encourager les gens donc à trouver des arrangements. Je pense que c'est plus sage. Surtout si on veut continuer comme association à travailler pour tout le monde. Puis finalement, ma troisième partie, c'est la moins drôle. C'est la plus difficile. Au Québec, la loi dit quand on est locataire et qu'on paye notre loyer, on a le droit à un logement de bonne qualité, bien entretenu. Puis on a le droit à ce qu'on appelle une jouissance paisible des lieux. Hein? On doit pouvoir profiter de notre logement sans se faire déranger à outrance. On appelle ça la jouissance paisible des lieux. Sauf que quand c'est allé devant ce qu'on appelait avant la régie du logement, il y a eu des milliers de cas là, de locataires qui sont allés en cours parce qu'ils disaient « je n'ai pas la jouissance paisible des lieux ». Et donc, les tribunaux les juges ont adopté plein de jugements, ça a créé ce qu'on appelle une jurisprudence. Hein. Ce que ça dit généralement, c'est que troubler la jouissance paisible des lieux, c'est poser des gestes graves et répétitifs. Des gestes graves et répétitifs. Un geste grave, c'est pas de se lever la nuit pour aller aux toilettes puis tirer la chasse d'eau, même si ça fait du bruit au 2e ou au 1er étage et que ça réveille les gens, c'est pas un geste grave. Par contre, menacer quelqu'un, il dit, excusez-moi, là, ce que j'ai entendu souvent, m'a tarafé à la tête, ma vieille calice, ça, c'est un geste grave. Ça, c'est de la violence verbale. C'est un geste grave. Tout comme, d'ailleurs, la violence physique. Mais donc, tout ce qui est insulte, menace, on s'entend, ça, aux yeux des tribunaux, c'est considéré comme des gestes graves qui troublent la jouissance paisible des lieux. Faire du bruit à 10h15, à 10h30, écouter sa radio ou sa télévision un peu trop fort, c'est pas des gestes graves. C'est clair, ça dérange, il faut s'en parler, mais ça ne justifie pas une expulsion. Bon. Donc, gestes graves et répétitifs. Quelqu'un qui mettrait son système de son à 3 heures le matin là, sur le party une fois, c'est grave. Mais si c'est arrivé juste une fois dans l'année, ce n'est pas un geste grave et répétitif. Donc, on comprend, il y a les 2 aspects-là. Troubler la jouissance paisible des lieux, là, c'est faire des choses graves qui se répètent 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et ça, c'est clair que c'est troubler la jouissance paisible des lieux.
Quand on s'est parlé, qu'on a essayé de se raisonner, qu'on a demandé de l'aide, puis que ça ne suffit pas, effectivement, comme locataire, on a raison de se plaindre à l'office. Verbalement d'abord, par écrit possiblement. Et à quoi on est en droit de s'attendre de l'office? Ben, c'est que l'office fasse enquête et que l'office probablement vérifie si c'est vrai. Puis si c'est vrai, bien, que l'office demande au locataire qui a des mauvais comportements de changer d'attitude, d'améliorer son comportement. C'est ce que l'office va faire. L'office, par contre, ne peut pas nous dire, en raison de la protection des renseignements personnels, l'office pourrait nous écouter. On a reçu votre plainte, on s'en occupe. Mais l'office ne pourrait pas nous dire ce qu'ils ont fait précisément. Mais nous, ce n'est pas important. Si ça se calme, que le locataire nous dérange moins, notre problème est réglé, on est content. Si jamais l'office ne fait rien ou que le problème qui est grave et répétitif continue, là, je pense qu'on, comme locataire, il faut revenir à l'office et insister en disant, écoutez, c'est vous qui avez le pouvoir d'aller devant le tribunal administratif pour obtenir, pas faire mettre la personne dehors, mais obtenir ce qu'on appelle une ordonnance. Le tribunal pourrait, par exemple, si c'était moi qui faisais du trouble, le tribunal pourrait me faire venir à la régie du logement, puis écouter les témoins, parce qu'il faut être prêt à les témoigner. Hein. Quand on fait une plainte, si ça se rend devant le tribunal, il faut être prêt à y aller. Mettre la main sur la Bible là, ou jurer sur l'honneur pour expliquer au juge en quoi la personne a des comportements qui nous dérangent. Puis même, idéalement, il faut avoir des témoins avec nous. Pour pas que ce soit la parole d'un contre l'autre, il faut avoir des témoins. Mais quand on fait ça, si on doit se rendre jusque-là, ben, ce que le tribunal va faire habituellement, c'est pas mettre la personne qui a un comportement dérangeant à la porte comme un chien pas de médaille. Ce qu'ils vont faire dans un premier temps, c'est émettre ce qu'on appelle une ordonnance. Le juge, je dirais, M. Pilon, là, moi, je crois ces gens-là comme quoi vous avez des comportements qui n'ont pas d'allure, qui sont graves et répétitifs, qui dérangent tout le monde. Donc, je vous ordonne de garder la paix, d'arrêter de faire du droit. Si vous recommencez, l'office va pouvoir revenir rapidement devant moi, puis là, je n'aurai pas d'autre choix si vous continuez que de permettre à l'office de déchirer votre bail puis de vous expulser du HLM. Ça, donc, c'est possible d'obtenir comme ça des ordonnances à la régie du logement dans des cas graves. C'est possible. Mais évidemment, ça demande des témoins. Ça demande d'être prêt à les témoigner. Et ça peut prendre, toutes les régions du Québec ne sont pas pareilles, mais quand un office dépose une demande devant un tribunal administratif pour obtenir une ordonnance ou une résiliation de bail pour trouble de jouissance, ça peut prendre 4 mois, 6 mois, 8 mois avant que ça passe en cours. Évidemment, pour ça, il faut que l'office monte un dossier contre le locataire avec des preuves. Les preuves, bien, c'est des locataires qui sont prêts à témoigner de ce qu'ils ont vécu de grave et de répétitif. Bon. Si l'office ne voulait pas faire ça, bien, vous, comme locataire qui payez un loyer et qui êtes dérangé de façon anormale, bien, vous-même, vous pourriez déposer une demande à la régie du logement, au tribunal, pour demander une diminution de loyer parce que vous avez une perte de jouissance dans votre logement. Et ça, souvent, là, c'est comme le petit coup de pied au cul à l'office pour qu'ils fassent de quoi. Parce qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont pas bougé. Si vous allez à la régie en demandant une réduction de loyer, bien là, c'est un électrochoc souvent qui est fait à l'office. Et là, l'office se met à bouger pour essayer de régler votre problème à l'amiable, souvent en contactant l'autre locataire et en lui demandant de se calmer. Bon, c'est un peu... Donc, il y a la prévention. Nous, on y croit beaucoup à la prévention. Ça peut régler peut-être 90% des cas. Il y a la médiation, on y croit énormément aussi. C'est seulement en dernier recours qu'on pense que les offices qui sont là pour loger le monde, bien, c'est vraiment, après tout avoir essayé, qu'un office va aller à la régie du logement pour mettre quelqu'un à la rue. Ça, on le comprend aisément, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Pour finir, c'est sûr qu'on va en discuter de ces choses-là avec des cas concrets, là, parce que c'est jamais simple, mais j'aimerais vous montrer notre petite charte de bon voisinage. Il me reste 2 minutes, Catherine? Oui. Merci. La charte, où elle est ici? C'est ça. Donc, il y a quelques années, on a produit une charte. On en a des copies. Si jamais ça vous intéresse, bon, vous voyez, c'était la flashée à l'époque. C'était une charte de bon voisinage. On jouait sur le fait « j'aime mon voisin ». On n'est pas obligé d'aimer nos voisins, là, on se comprend, mais c'est l'idée de dire qu'on vaut mieux aimer nos voisins que les haïr. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas haïr nos voisins?
Donc, vous voyez, c'est une charte de bon voisinage qui disait parce que je respecte mes voisins, puis que je souhaite qu'ils me respectent, je m'engage volontairement à suivre les règles suivantes. Bon, bonne relation. Je salue mon voisin, un sourire vaut tous les discours. Je parle avec calme et respect en disant que j'aimerais ça aussi qu'il le fasse pour moi. Je veille à ce que mes enfants ou que mes visiteurs demeurent respectueux de mes voisins. Si je n'ai pas d'enfants, je me montre tolérant à leur égard. Je participe à la vie de mon immeuble et je veille à y maintenir une bonne ambiance. Tranquillité. J'évite de faire du bruit en fermant les portes doucement, en marchant chez moi en pantoufles et en modérant le son de ma télévision. Je parle à voix basse dans les couloirs de l'immeuble. Je m'occupe de mes animaux pour éviter les mésententes avec mes voisins. Je fais mon lavage aux heures indiquées seulement. Environnement, je respecte la propreté de mon immeuble en déposant mes ordures dans les poubelles et en ramassant les besoins de mon chien. J'essaie de recycler pour le bien-être de la planète. Je fleuris mon balcon. Je fume dans les endroits prévus à cet effet. Je circule lentement en automobile dans les aires de stationnement. Le plus important, en cas de conflit, je prends le temps de discuter calmement avec mon voisin qui ne réalise peut-être pas qu'il me dérange. J'essaie de trouver un terrain d'entente raisonnable avec lui afin de trouver une solution qui serait acceptable pour lui et pour moi. Je demande de l'aide à d'autres locataires ou au personnel de l'office afin d'agir comme médiateur pour nous aider, mon voisin et moi, à résoudre notre différend si le problème persiste. Et finalement, j'éviterai de porter plainte contre mes voisins et j'essaierai plutôt de dialoguer avec eux, à moins de faits graves, comme par exemple le vol, l'intimidation ou la violence. Dans ces cas-là, je m'adresserai à l'office ou au service de police. Vous voyez, ça, c'est une charte de bon voisinage. Ce qu'on suggérait aux associations, c'est de la distribuer aux locataires. C'est sûr que on y va par la positive. Hein? On incite les gens à avoir de bonnes attitudes, mais je pense que ça résume bien ce qu'on souhaiterait que les gens aient comme attitude, tout en étant conscient que ce n'est pas tout le monde qui a cette attitude-là. Là. J'arrête là-dessus, puis écoute, on va prendre le temps. Je suis sûr que vous avez des cas. On va les discuter ensemble. Oh, un instant. Joanne a fait des signes, mais on ne t'entend pas, Joanne. Pour m'ouvrir. Non, c'était juste pour savoir si dans je ne sais pas, un dépliant, en tout cas, c'est possible de rajouter quelque chose. Tantôt, tu parlais là, justement des zones de non-commérage. Est-ce que ça serait bien peut-être de l'écrire que dans les salles communautaires, respecter la zone de non-commérage? Ça pourrait-tu être ajouté à ta liste? Bien sûr, puis je pense même qu'on pourrait faire la Fédération pourrait faire des affiches parce qu'on copierait il y a des associations qui l'ont fait, ça fait qu'il n'y aurait pas de mal à copier ce qui est bien. On pourrait faire des affiches qui disent zone libre de commérage. Puis effectivement, on met ça dans les salles communautaires. Mais après ça, il faut l'appliquer. Il faut dire aux gens, oui. Ça là, on n'est pas ici pour ça. Là. Mais on est ici pour avoir du fun. Tu l'as ajouté dans ton pamphlet aussi, fait que peut-être que... Suggestion. Bonne suggestion. On y va avec des questions? Donc là, ce qu'on aimerait, en fait, regarder avec vous, c'est des situations. J'ai déjà des questions en fil et on va peut-être prendre une, deux situations puis essayer de l'analyser ensemble pour aller un petit peu plus loin dans la recherche de solutions. Par contre, pour débuter ça, puis là, dans les questions, évidemment, ça ne se retrouve pas pour le moment, mais j'aimerais quand même faire une petite prévention où si jamais vous parlez d'une situation que vous avez vécue ou qui est vécue dans votre immeuble, de ne pas nommer les gens, parce que l'exercice aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de regarder des trucs, des astuces, des pistes de solutions. On n'est pas là pour régler des comptes et donc de ne pas nommer personne pour être identifié. Là. Donc, c'est évident, mais on tenait quand même à le dire. Donc, première question qui nous vient de Lucien Dionne. Devrait-on demander l'expulsion d'un vendeur de drogue? Et là, avant que Robert réponde, j'aimerais ça vous entendre. Est-ce que vous avez, premièrement, des questions à poser parce qu'on prend l'exemple de Lucien? Donc, des questions à poser pour comprendre mieux la situation. Puis après ça, on regardera c'est quoi les pistes de solution. C'est bon? Lucien, est-ce que tu es prête à faire le relais de ta situation? En fait, il s'agit d'une situation hypothétique. Là, oui, c'est ça.
Dans le Kamouraska, il n'y a pas de dealer dans les HLM. Pas de là. drogue. Il n'y a pas de Bon, drogue on fait dans le semblant. Kamouraska. On fait semblant. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, les gens qui souhaitent intervenir, là? Votre première idée ou vos premiers questionnements par rapport à une situation comme ça? Il y a quelqu'un qui veut se lancer. Sinon, j'ai quelqu'un dans le chat qui m'écrit. Je vais le prendre dans le chat. Donc, est-ce que vendeur de drogue, ça regarde la police? Ah, Denise Lavigne qui me dit si c'est un vendeur de drogue, ça regarde la police. OK. Y en a-tu d'autres qui pensent que si ça vous dérange vraiment, j'imagine que il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que vous pourriez faire? J'aurais un questionnement à émettre là-dessus, moi là, OK. Est-ce que le fait d'avoir un vendeur de drogue dans l'immeuble va faire que l'immeuble va se vider peu à peu, dans le sens que l'immeuble acquérait une mauvaise réputation et ferait à ce moment-là que les gens seraient moins incités à venir y habiter? C'est une petite question à ça. Okay, oui, ben, c'est vrai que peut avoir un impact direct sur la qualité de vie des gens qui sont là. Ça, c'est clair. Oui. Avez-vous d'autres réflexions par rapport à ça? Là, si ça arrive chez vous demain matin, oui, Madame Nadon. Il faut que vous ouvriez votre micro. Oui, OK, c'est fait. Une locataire qui est déstabilisée, bon, un problème de santé mentale, puis que son loyer, il est sale, il sent mauvais, elle a un chat, c'est assez terrible. Bon, après, quand j'ai vu son loyer, j'ai appelé le directeur, puis le directeur, il a fait affaire avec le CLSC, OK? Mm-hmm. Puis, j'ai demandé si, on ne voit rien, là, nous autres, on ne voit pas personne qui circule là. Je lui ai demandé s'il pouvait nous donner une réponse de ça. Bon, il a dit que c'était confidentiel. Mais comment faire pour savoir si les démarches sont encore faites? Elle est encore ici, la madame, évidemment. Oui, ça, c'est un bon enjeu. Est-ce que je peux répondre un peu à ça, madame? Pour avoir été dans une situation, pas par ici, là, OK, c'était les pompiers. Les gens avaient porté plainte au service des incendies, puis les pompiers ont le droit de rentrer dans un logement insalubre, lorsqu'ils le savent, évidemment. Et c'est eux autres, à ce moment-là, qui ont fait le ménage dans l'immeuble. Ça fait longtemps de ça fait une quarantaine d'années que le cas m'avait été montré avec des photos à l'appui. Mais ça a du bon sens, parce que ce que j'avais peur, c'est le feu était complètement disjoncté. Mm-hmm. Ben, je vais faire ça, je vais dire ça au directeur, ça marche-tu? Là, on a comme deux exemples. Fait que là, je ne rajouterai pas un exemple de plus. Je trouve ça intéressant, la discussion. Fait que si vous avez des interventions, soit sur l'exemple de Mme Nadon, qui est un exemple type, ou sur l'exemple des vendeurs de drogue, je vous invite à intervenir. Je vais juste, avant de passer la parole à Joanne, je vais juste faire un commentaire de Ludmilla de Montréal qui dit oui, elle dit qu'il faudrait les expulser, mais c'est l'Office des HLM qui devrait prendre des démarches pour contacter la police. Donc, Joanne, à toi. Et moi, suite à ça, c'est parce qu'on ne sait pas la personne en question, de pourquoi, est-ce qu'elle vend réellement, elle ne vend pas, à quelle échelle, est-ce que c'est juste entre elles ou bien non, c'est réellement, ça prend de l'ampleur. Fait que moi, j'irais plus avec, parce qu'on a une intervenante socio-communautaire, alors j'irais plus avec lui en parler. Peut-être qu'elle pourrait rentrer en contact avec cette personne-là, puis voir c'est quoi l'ampleur. Est-ce que c'est minime ou c'est beaucoup? Puis d'aviser, puis à ce moment-là, si ça ne se règle pas, bien là, on prendrait d'autres démarches. Mais au début, peut-être juste d'aller voir c'est quoi le problème de cette personne-là. Parce qu'on le sait qu'à quelque part, des fois, comme justement, les voisins entre eux sont un peu intolérants. C'est facile de rapporter quelqu'un, mais il faudrait aller voir la source avant. Mm-hmm. Les autres, vous en dites quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des réflexions sur ça? En passant, je ne consomme pas, là. Bien, moi, je suis d'accord avec Joanne. Il me semble que l'intervenante sociale pourrait aller voir la personne. Pour voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, oui. OK. Il y a Mme Lavigne qui a levé la main. Allez-y, Mme Lavigne. Moi, je dis quand c'est un
cas assez sérieux, on peut faire appel aussi aux intervenants socio-communautaires de la police de la région. Eux autres, souvent, ils vont aller chercher des travailleurs sociaux pour ces cas-là. Moi, j'ai eu affaire avec eux, puis c'est ce qui est arrivé. Ils ont fait venir une travailleuse sociale pour un problème assez grave. Donc, je pense que je ne parle pas un petit problème, mais quand c'est devenu grand, à ce moment-là, quand on voit que ça ne se règle pas, ben, on peut aller là, intervenant socio-communautaire de la police de la région, qui, eux autres, ont des ressources aussi là, sur les cas de maladie mentale ou autres. Là. Ça peut être une solution. Une option à regarder. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a un volet communautaire aussi au niveau du service de police. Il y a des intervenants socio-communautaires dans la police. Il y en a partout à Montréal. Je ne sais pas en région s'il y en a partout, hein, mais... Oui, pas mal. Ben, nous autres, on en a en tout cas. Là. Madame Lavigne, vous êtes où, vous? À Deux-Montagnes. Montagne, ouais. Parce qu'avec le problème qu'on a eu ici, justement, ma fille était intervenante socio-communautaire pour la police de Montréal. Fait qu'elle m'a suggéré de faire ça. Moi, je ne l'aurais peut-être pas fait, là, mais venant de elle, je dis bon, elle doit savoir de quoi elle parle. Et c'est ce que j'ai fait. Ça semble avoir porté fruit jusqu'à preuve du contraire. Là. Est-ce que j'ai vu Jacqueline lever la main, Madame Routier? Non? OK. J'avais juste vu un signe de la main. C'est bon. Donc, on a fait un peu le tour. Sur le sujet, on a parlé un petit peu plus de l'aspect du vendeur de drogue, mais aussi, dans le fond, si on prend l'exemple de Mme Nadon avec une personne qui développe des problèmes de santé mentale, puis ça devient des problèmes plus de salubrité, hein, quand il y a des mauvaises odeurs. Puis, si jamais il y a aussi le syndrome Diogène, là, syndrome d'accumulation compulsive. Je pense que c'est Lucien qui a ramené l'idée des pompiers. Là, dans ce temps-là, quand l'appartement devient très, très, très encombré et que là, ça devient un danger pour le feu, effectivement, les pompiers peuvent intervenir. Et il y a des organismes spécialisés pour ces difficultés-là. Par contre, c'est beaucoup plus dans les grandes villes. En région, c'est plus difficile. Fait que Robert, est-ce que tu voudrais reprendre ces deux exemples-là? Oui. Ben, je trouve ça intéressant ce qui a été dit. Moi, je reviendrai, vous êtes la plupart, vous êtes actifs dans des associations. L'association, c'est le porte-parole de l'ensemble des résidents. Fait que quand on est dans un comité, quand il y a des problèmes on le voit bien, c'est des problèmes plus collectifs. T'sais. Un vendeur de drogue, ça va faire beaucoup d'allées et venues, beaucoup de va-et-vient dans l'immeuble, ça va déranger. C'est ça qui va déranger. En soi, il vendrait des tapis, qui vendent de la drogue, qui vendent ce qu'il veut. C'est le va-et-vient dans l'immeuble qui risque de déranger. Donc, que ce soit dans un cas comme ça, dans le cas d'une personne âgée ou d'une personne qui a un problème de santé mentale, mais quelqu'un qui est en perte d'autonomie et qui est plus capable de prendre soin d'elle, puis de son logement, puis que ça se met à sentir mauvais, puis que ça peut être dangereux pour le feu, peu importe le motif, quand, comme comité, on a à cœur tout le monde, puis on a à cœur ces personnes-là aussi, quand on voit qu'il y a des choses qui pourraient être dangereuses ou qui dérangent les gens, on a raison de s'en mêler, on a raison de s'en parler, puis évidemment, il faut le signaler. Il faut le signaler à qui? Bien là, je dirais ça dépend. On peut le signaler à l'office, c'est clair. Hein? L'office, son propriétaire. Eux ne vivent pas là, ils ne savent pas ce qui se passe tous les jours. Là. Ça fait que la première chose à faire, je pense, comme comité, je dirais, puis là, il ne s'agit pas de stouler personne, mais il s'agit de signaler. Êtes-vous au courant qu'il y a beaucoup de va-et-vient continuellement, de jour comme de nuit, à l'appartement 13 de M. Pilon? Êtes-vous au courant de ça? Non? Bien, on vous le dit. Ah, oui, vous étiez au courant? OK, parfait. Qu'est-ce que vous comptez faire? Avez-vous besoin d'aide? On peut-tu en parler? Parce que nous, on est porte-parole de l'ensemble des résidents. On peut-tu en parler, voir ce qui va être fait? Ça peut être aussi de faire un signalement au CLSC. C'est pas méchant, ça. Il y a quelqu'un qui ne sort plus, qui n'a pas l'air dans son assiette, qui nous semble plus normal, qui nous semble plus avoir toute sa tête. C'est pas d'y en vouloir et de faire un coup de cochon que d'appeler au CLSC pour dire, écoutez, je voudrais vous faire un signalement. Là. Monsieur Pilon, là, au 107, là, il n'a pas l'air à bien filer. Là. Il ne sort plus, on ne le voit plus. Quand il sort, il n'est pas lavé, il n'est pas habillé, il n'a plus l'air à manger, ça sent mauvais, peu importe. De signaler à l'office,
ou aux services sociaux des cas, c'est rendre service aux gens. Bon, après ça, ça dépend des situations. Il y a des gens qui sont... C'est rare, le monde qui sont malfaisants volontairement. Il y en a, là, un petit nombre, mais généralement, c'est plus des gens qui sont... Dans nos HLM, c'est plus des gens qui sont en... Bon, ben, prenons des exemples. Bon, un vendeur de drogue. Dans un HLM famille, c'est pas nécessairement 70% des HLM famille, c'est des mères monoparentales avec enfants. Ça fait que ce n'est pas nécessairement la mère qui travaille comme une malade pour faire vivre ses enfants qui est la vendeuse de drogue. Là. Ça peut être un des ados. Bon, est-ce qu'on va mettre la mère dehors et ses enfants parce qu'un de ses ados vend de la drogue? Peut-être, mais en dernier recours seulement. D'abord, ce qu'on devrait faire, si on a fait un signalement à l'Office, on s'attendrait à ce que l'Office, peut-être avec la police communautaire, aille parler à la mère, voir ce qui se passe, puis peut-être raisonner le petit jeune sur le fait que hey, ta famille pourrait perdre le logement si tu continues à niaiser. Il y a différentes actions qui peuvent être faites qui ne conduiront pas nécessairement à mettre la famille dehors, mais qui pourraient faire en sorte que le jeune cesse de vendre de la drogue puis d'ouvrir à tout le monde. C'est du cas à cas. Ça dépend ce que c'est. Même chose pour une personne qui fait de la... qui stocke chez eux, là, comme ça ne se peut pas. Moi, j'avais une de mes tantes qui faisait ça. Elle n'a pas fait ça toute sa vie, mais sur la fin de sa vie, elle le faisait en maudit, puis c'était rendu insalubre. De la signaler, c'était juste de rendre service. Puis après ça, c'est sûr que quand on cherche des solutions, nous autres, comme défenseurs des locataires, on veut le bien des gens. Ça fait qu'on n'a pas la gâchette, sa mitrailleuse pour les faire mettre dehors. Ça fait que des fois, ça peut demander une collaboration, mais je donne cet exemple-là des gens qui... Comment tu appelles ça, Catherine, le syndrome de quoi? Ou de l'accumulation compulsive. Là. Le syndrome de... Diogène. Diogène. Vous savez, le gars qui se promenait dans un berry avec des bretelles. Là. Donc, ça peut être une collaboration, parce que moi, je sais que dans certains cas, oui, le CLSC venait une fois par 3 mois clairer à la place. Il fallait être patient. Puis des fois, il fallait rappeler pour dire, ben là, à recommencer. Ça recommençait à sentir mauvais. Mais finalement, on l'a toffé pendant des années comme ça. On y a rendu service. Ça évitait aussi la vermine, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est, dans le fond, comme association, quand les problèmes se présentent, il ne faut pas être gêné de les discuter entre nous autres, puis de les signaler à l'Office, puis de voir. Puis souvent, l'Office va être mieux placé que nous autres pour appeler au CLSC ou appeler le service de police. Parce que nous autres, quand on appelle le service de police, là, on est un cas dans la pile. Alors que c'est l'Office qui appelle, il y a des conseillers municipaux sur le conseil d'administration de l'Office. Ça fait qu'eux autres, quand ils appellent, sont plus pesants que nous autres pour attirer l'attention des services policiers, puis pas nécessairement pour faire des descentes de police, là, mais que ce soit pour envoyer la police communautaire ou venir, je dirais, raisonner ou faire un peu peur au monde. Là, il y a des gens qui sont violents, par exemple, juste au niveau de la violence verbale. Il y a je donne un exemple, les messieurs qui sont des HLM ne sont pas tous alcooliques, là, on se comprend. Mais il y en a quelques-uns qui le sont. 50, 55 ans, tu es tout seul, ta femme t'a lâché, tu te retrouves dans un HLM, tu es tout seul avec une gang de femmes, puis tu es alcoolique. Ça arrive. Un cas sur 100, mais ça arrive. Puis là, tu te mets à faire des farces, à être harcelant. Bon, c'est un cas qui c'est pas acceptable. Il faut le signaler. Il faut le signaler à l'Office, il faut faire de quoi? Il faut que les comportements changent. Et là, dans ce qui est faisable, ben, il y a effectivement la police qui peut retentir, qui peut saisir, pas brosser au niveau psychologique quelqu'un en disant si tu continues, ça peut être, c'est du harcèlement, ça peut t'amener en cours. Il y a des façons de raisonner le monde là, pour dire oups, mais là, si je ne veux pas perdre mon logement, je suis mieux d'arrêter de faire des niaiseries. Tout ça est possible, mais ce n'est pas à nous autres de le faire. Mais nous, on peut signaler ces choses-là, le signaler correctement, puis l'Office devrait s'en mêler. Un Office qui ne s'en mêle pas, c'est un mauvais Office qui n'assume pas ses responsabilités. Il faut qu'il s'en mêle. Après ça, tout n'est pas facile. Ce n'est pas en claquant des doigts qu'en une semaine ou en 2 semaines, les affaires se règlent, parce qu'on parle de problèmes sociaux et de comportement. Mais on a le droit d'avoir des réponses comme association. Quand on signale des choses à l'Office, on a le droit de demander à l'Office, est-ce que vous en occupez? Puis si vous en occupez, dites-nous comment vous en occupez. Pas dans le détail, là, mais on a le droit de savoir, exemple, là, on est en train de faire des contacts avec les services sociaux, on est en train de coordonner une action avec la police parce que c'est plus une affaire de drogue, on est en train de parler à la famille de cette personne-là. On peut avoir des indications sur le fait qu'il s'en occupe.
Puis s'ils s'en occupent, on les laisse faire ou on travaille avec eux autres. Juste finir avec un exemple. À Gatineau, il y avait un problème important de vente de drogue. La police, tout seul, n'était pas capable. Parce qu'ils ne pouvaient pas mettre une filature en permanence, 24 heures, 7 jours dans le bloc. Fait qu'ils ont, avec l'Office, ils ont remis à tous les locataires, avec l'Association des locataires, ils ont remis à tous les locataires un numéro de téléphone disant c'est le lieutenant un tel qui s'occupe des problèmes de drogue dans l'immeuble. Ils ont affiché ça partout dans le bloc. Vendeur de drogue, là, quand tu as vu ça, que c'est affiché partout, là, si vous voyez de quoi dans le bloc, appelez le lieutenant un tel. Le mois d'après, il décrissait de là. Hein? C'était un peu un bon environnement pour faire des affaires. Fait que, je pense que c'est du cas à cas, mais comme association, on a raison de s'en mêler. Pas parce qu'on est contre les personnes, mais pour trouver une solution. Puis moi, je trouve qu'il y a toutes sortes de bonnes solutions. Là. Ce qui est plus compliqué, c'est quand c'est des cas individuels. C'est-à-dire que la personne, elle dérange juste une autre personne dans le bloc. Là, elle ne dérange pas tout le bloc ou tout un étage ou tout un corridor. Puis là, on ne sait pas qui. C'est parce qu'ils ne s'aiment pas à face. C'est parce qui a tort, qui a raison. Ça, je trouve que c'est des cas, c'est plus nébuleux comme association que les cas qu'on vient de jaser, mettons. Là. Ça demande peut-être plus de réserve dans ces cas-là. OK. Peut-être préciser, parce que là, il y a 2 personnes qui sont intervenues vraiment là-dessus, puis dont une qui nous dit « Ah, merci, M. Pilon, de mentionner qu'on a le droit de savoir comment l'Office intervient. » Donc là, il y a des nuances à apporter, hein, parce que depuis tout à l'heure, tu dis « L'Office dit « OK, on a bien noté et on s'en occupe. » Donc, c'est quoi le suivi auquel on peut s'attendre dans une situation comme ça? Puis c'est assez délicat parce qu'effectivement, il y a la question de la continuité. Donc là-dessus, tu dirais quoi, Robert? Je dirais que ça dépend des cas. C'est-à-dire que quand c'est un... Tu sais, parce qu'il y a des cas. Je donne l'exemple. S'il y a un cas qui dérange tout le bloc, puis que tout le monde est aux abois parce que, tu sais, l'exemple classique là, de la prostitution ou d'une piquerie ou de vendeur de drogue, c'est clair qu'on ne peut pas se contenter juste de dire une réponse qui dirait à l'Office, je m'en occupe. Parce que ça va demander une collaboration. Dites-nous au moins que vous en occupez avec le service de police ou vous en occupez avec le CLSC. Bon. Par contre, quand c'est des cas individuels, une chicane entre 2 voisins, moi, je pense que comme il y a l'association puis il y a les voisins. Là. Si moi, je me suis plaint de M. Pilon et que j'appelle à l'Office, c'est normal que l'Office, on est 2 là, chicanés, là, on est 2 dans un conflit. C'est normal que l'Office ne me dise pas « Ah, on a envoyé une lettre à votre voisin, puis on lui a dit ça, 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 ça. » De la même façon que je ne voudrais pas que mon voisin qui appelle à l'Office se fasse dire « Ah, ben là, on a écrit à M. Pilon, puis on lui a dit ça, 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 ça. » T'sais, dans un conflit entre 2 personnes, c'est normal que l'Office dise « Écoutez, on est au courant de la situation, on évalue, on intervient. » Parce que c'est clair, on parle juste d'une personne. Dans des conflits plus majeurs qui vont nous demander... Mais prenons un autre exemple. Une personne qui est en perte d'autonomie, on le voit qu'elle est toute seule, elle est isolée, elle est souffrante, puis qu'on l'a signalé à l'Office, puis il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on fait? Si l'Office ne nous convainc pas qu'elle agit, là, si l'Office lui dit oui, 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 on s'en occupe du dossier, on a à cœur la madame, on est en train de faire des démarches, parfait, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Là. Mais si l'Office ne nous tient pas ces propos-là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Pogner le téléphone, appeler au CLSC et dire « Est-ce que je veux vous signaler le cas de madame une telle? » S'ils nous disent « Parfait, on est déjà au courant. » OK, l'affaire est entre bonnes mains. Mais à un moment donné, ça nous prend des réponses. Si les gens nous disent « Faites-nous confiance, on s'en occupe. » Je ne peux pas tout vous dire, mais on s'en occupe. On va y croire. Ce pas des menteurs. Là. Mais on a droit à un minimum de réponses. Là. OK. Donc, tout à l'heure, là, je n'avais pas vu que Mme Saint-Louis avait levé la main. Ah, donc, avant qu'on réponde tout ça, Mme Saint-Louis, aviez-vous une intervention? Est-ce que c'est encore pertinent? Oh, on ne vous entend pas, votre micro est fermé. Et après, Robert, j'ai plein d'autres exemples qu'on va pouvoir travailler tout le monde ensemble. Bon, moi, j'ai une question. Moi, on m'a demandé d'avoir des preuves comme de quoi qu'il y en a qui fument dans les appartements. C'est quoi comme preuve que je pourrais lui donner? Parce que ça sent très mauvais. Au pavillon, c'est effrayant. Bien, juste pour comprendre,
c'est normal de fumer dans son appartement quand on est fumeur? Oui, mais quand c'est des joints de potes, d'abord. C'est ça que je voulais dire, quand c'est des joints, là. Ouais. Quand c'est du pot, là, ça sent mauvais en tabarouette. OK. Sauf exception, il y a des offices, par exemple, comme Bécomo, qui ont passé un règlement qui interdisait de fumer dans les logements. Mais c'est très, très rare, les offices au Québec qui ont adopté des règlements pour interdire aux gens de fumer dans leur logement. Que ce soit fumer du pot, ce qui est légal maintenant, hein, ou que ce soit fumer du tabac, ce qui est légal aussi. C'est très, très rare, les offices qui ont des règlements qui interdisent de fumer dans les logements. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Il y en a qui sont... Nous autres, c'est interdit de fumer de la drogue dans les appartements. OK. Et ceux qui en ont, ceux qui ont des règlements qui interdisent de fumer dans les logements, c'est très, très rare. Ceux qui sont allés à la régie du logement pour faire cesser un locataire de fumer dans son logement. C'est arrivé, là, mais ça se compte, c'est quasiment ses doigts d'une main. Ce qui est sûr, je pense, c'est que ce que j'ai vu beaucoup, c'est que il y a à peu près 40 de fumeurs de n'importe quoi dans les HLM, puis il y a 60 de non-fumeurs. Maintenant, là, si on faisait un ratio, et souvent, ça amène des conflits. La cigarette, l'odeur, que ce soit l'odeur du pot ou l'odeur du tabac, là, vous savez, le tabac, il paraît que ça donne le cancer. Hein? La fumée secondaire de tabac, là, fait que, tu sais, c'est pas plus plaisant de fumer, de sentir la fumée secondaire qui donne le cancer que de sentir l'odeur du pot qui a une odeur plus marquée, c'est clair. Là. Mais ça arrive souvent qu'il y a des conflits sur la cigarette, tabac ou pot. Là. Et prenons cet exemple-là. C'est un objet de conflit. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'on doit inciter les gens à se parler. Puis à se dire, regarde, tu fumes chez vous, tu fais bien ce que tu veux chez vous, mais ça passe au travers des murs, ça passe par les prises électriques, ça passe par la ventilation, puis ça rentre chez nous. Ça me dérange. Fais ce que tu veux chez vous, mais là, ça me dérange. Tu peux-tu modérer? Tu peux-tu fumer sur le balcon? Tu peux-tu te mettre sur la femme? En tout cas, essaie de faire de quoi? Se parler, je pense, ça règle une partie des conflits. Moi, j'ai vu des offices aussi, quand il y a des gros fumeurs, aller voir s'ils ne peuvent pas faire de quoi pour mettre, par exemple, ça marche hein, des fois, pas toujours, mais des fois, ça marche, mettre du silicone, mettons, tu sais, quand ça donne sur ta chambre à coucher, là, ben, mettre du silicone partout, tu enlèves les traînes, tu bouches la prise électrique, parce que la fumée, elle s'insinue quelque part pour aller chez le voisin. Donc, j'ai vu des offices faire comme ça des actions qui ont réglé le problème, puis la chicane de voisins a arrêté entre les deux. Donc, se parler, le signaler à l'office, voir s'il n'y a pas des interventions possibles. Puis, oui, il y a des cas où l'office est allé à la régie du logement contre des locataires qui fumaient trop, puis que ça dérangeait les voisins, puis ça devenait grave et répétitif, puis ça a donné des jugements, pas beaucoup, mais quelques jugements, où les juges ont donné à des gens d'arrêter de fumer dans le logement parce que ça dérangeait trop les voisins. Puis s'ils continuaient à fumer, bien, l'office aurait pu les mettre dehors. Mais c'est sûr que c'est très, très rare qu'on va dans les tribunaux pour ces affaires-là. Le mieux, c'est d'essayer je suis bête, hein, mais je reviens toujours à ça. Il y a un cas sur 100 qui va à la régie. Là. Ça fait que dans 99 autres cas, il faut trouver des solutions en se parlant. Mais c'est sûr que c'est l'office qui vous a demandé de ramasser des preuves que les gens fument dans le logement. Moi, je me dirais, si moi je suis dérangé par mon voisin, c'est à moi de le dire à l'office. Ce n'est pas à l'association d'aller jouer la police, les inspecteurs jeux bidons, puis de monter des dossiers. Là, je pense que ça, c'est une façon de se faire haïr. Là. Ça fait que je serais prudent. L'autre chose que je n'ai pas dit tantôt, puis je le dis, que ce soit sur le pot ou sur n'importe quoi, quand on loue un logement, on a un bail, on loue un logement. On ne loue pas un commerce. Ce n'est pas une place de commerce. Ça fait qu'on n'a pas le droit de faire un commerce dans notre logement. Et ça, il y a beaucoup d'offices. Quand il y a eu des gens quand il y a beaucoup de va-et-vient, là, c'est pas sur le fait que tu vendais de la drogue que l'office t'amène à régie. Tu aurais vendu n'importe quoi, c'est pareil. Tu n'as pas le droit de transformer ton logement en lieu de commerce parce que ça amène du va-et-vient. Puis c'est au nom de ça que des offices peuvent aller à la régie et dire, monsieur le juge, regardez, cette personne-là, là, on y loue un logement, puis là, elle a transformé son logement en commerce. Ça pourrait être vrai aussi pour un salon, une femme qui ferait de la coiffure, ou un homme qui ferait de la coiffure.
Tu sais, si je fais de la coiffure chez nous puis que j'ai 10 clients par jour, 50 clients par semaine, je n'ai pas le droit. Ça fait que c'était plus à ce niveau-là que quand des gens se plaignent qu'il y a beaucoup de va-et-vient, on vérifie. Puis si effectivement quelqu'un a transformé son logement en commerce, bien là, l'Office a une poigne là-dessus. Exemple, si tu as un rapport de police comme quoi quelqu'un vendait de la drogue, tu peux aller à la régie, pas parce qu'il vendait de la drogue, mais parce qu'il avait transformé son logement en lieu de commerce. Ça serait la même chose si tu vendais des cigarettes indiennes, tu sais, chez toi. C'est arrivé d'ailleurs des cas, beaucoup de va-et-vient parce que tu vends des cigarettes, tu n'as pas plus le droit. Parce que ça dérange les voisins. C'est ça l'élément. Ce n'est pas moral, ce n'est pas bon ou mauvais, c'est juste ça dérange. OK. On va prendre un autre exemple, puis là, bien, on va refaire le même exercice. On va vous demander de commenter ou de poser des questions, puis de proposer des solutions. Puis là, on n'est pas là tous pour avoir raison non plus. Là. On est là vraiment pour échanger sur des situations, puis se faire des idées là, pour que si ça nous arrive un jour, si ça arrive dans notre immeuble, on ait des pistes de solutions. Donc, on avait dans les questions Mme Solange Aubin de Mascouche qui dit « Si une locataire t'envoie promener, et puis elle te répète tout le temps, elle t'envoie chier, c'est ça qu'elle écrit. Si elle t'envoie chier, puis elle le répète constamment, cette personne-là, c'est un membre du comité de l'association. Est-ce que, moi, si ça m'arrive comme personne, est-ce que moi, je peux lui demander de quitter la salle communautaire? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui. Est-ce que je serais en droit de faire ça? Donc là, je veux savoir l'opinion des gens là-dessus. Qu'est-ce que vous proposez? Avez-vous des questions pour essayer de clarifier la situation? Qu'est-ce que ça vous fait, ça vous résonne? Ça vous arrive demain matin, vous faites quoi? Vous suggérez quoi? Si je viens vous voir, je dis là, ça n'arrête pas, là. Elle m'envoie promener, ça finit plus. Qu'est-ce que vous me conseillez? Oui, Joanne? Et là, si je suis en réunion, je vais demander à la personne de quitter, puis peut-être qu'après ça, on pourrait se rencontrer pour parler. Et je vais lui demander de quitter la salle pour nous laisser continuer notre réunion, puis après ça, bien, ensemble, on pourra en discuter de pourquoi, puis pourquoi qu'elle lui a dit ça, puis ça lui a apporté quoi dans le fond? Pas grand-chose, mais en tout cas, on pourra en parler, c'est ça. Mm-hmm. Oui, parce que dans l'exemple, en plus, c'est répétitif, là. Ça fait plusieurs fois que ça arrive. Puis comme c'est quelqu'un d'élu dans le comité, si ça ne se règle pas à ce moment-là, les gens pourraient l'exclure du comité éventuellement. Si ça continue comme ça, ce n'est pas agréable pour personne, là. Mm-hmm. Donc, étape 1, tu irais y parler. Exactement. Exemple 2, bien, ça sera au comité de décider si oui ou non cette personne-là doit continuer à assister aux réunions ou bien non, on demande qu'elle quitte. Là. OK. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est ça qu'on fait? Je vois des têtes qui disent oui. Donc, oui, allez-y, Mme Aubin, c'était votre question. Oui, ben c'est ça, oui, c'est ma question. Non, c'est parce que c'est une personne qui est dans la salle avec d'autres personnes, c'est pas quelqu'un du comité. OK. Et puis, mais elle le dit à quelqu'un du comité de l'association d'aller sur le bonhomme, puis elle y répète parce que la personne lui avait dit ben, fais pas ça, c'est pas correct. Puis à chaque fois, cette personne-là, quand on lui dit quelque chose, ça fait jamais son affaire, fait qu'elle nous envoie toujours sur le bonhomme. Oui. Mm-hmm. Je me demandais, à la longue, c'est désagréable pour tout le monde. C'est pour ça que je demande, si c'est possible, de lui demander de sortir de la salle. Oui. Plutôt de l'exclure de la salle. OK. On peut pousser le cas à l'extrême, là, on lui demande de sortir, puis elle refuse de sortir. Pas facile, hein? Je pense que la première étape, l'idée de Joanne, de dire d'essayer de parler à la personne, c'est une première étape. T'sais. Avant qu'on se rende à exclure complètement, il y a peut-être une première. Si la personne n'est pas réceptive, là, comme Lucien dit, puis là, elle ne sort pas de la salle, elle ne veut rien savoir. Est-ce que vous avez d'autres idées comme
pistes de solution ou quelle serait peut-être l'étape suivante? Joanne? Et je pense que cette personne-là, s'il y a plusieurs personnes qui gravitent autour, puis plusieurs personnes demandent de sortir, il me semble que la personne, si c'était moi, je sortirais parce que je le sens que je ne suis pas la bienvenue, là, puis je le sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, là, ce n'est pas une confrontation de 1 à 1 ou 1 à 2. Là. Il y a plusieurs personnes dans la salle, les gens lui demandent de quitter. Moindre des choses, je pense qu'elle va quitter la personne, en tout cas, d'après moi. Mettons que le comité n'y arrive pas par lui-même. Mais c'est parce que le comité n'est pas toujours là. Non. Dans des endroits comme ça, tu sais, tu peux avoir, ben là, en temps de pandémie, ben, tu peux avoir une dizaine de personnes qui se réunissent en bas pour X raisons. Là. Le comité n'est pas toujours là, c'est peut-être pas toujours une activité. Par contre, la personne se fait quand même parler de cette façon-là. Fait que, on n'est pas toujours, le comité, on n'est pas toujours témoin de ce qui se passe. On entend parler, mais on n'est pas témoin de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais je présume que les gens qui sont dans la place vont lui demander de quitter. Là, comme si on va jusqu'à l'expulsion. On peut peut-être boucler ce cas-là pour pouvoir peut-être en aborder un autre si on a le temps. Robert, aurais-tu 2-3 suggestions à nous faire? Ben, malheureusement, ça arrive à l'occasion. Ça n'arrive pas souvent, mais sur 400 associations de locataires dans HLM de la province de Québec, ça arrive peut-être une dizaine de fois par année que du monde agisse comme ça, à ce point-là. Moi, je me dis, bon, c'est sûr qu'on peut, quand ça arrive une fois de temps en temps, les oreilles nous retroussent, mais on peut être tolérant. Ce n'est pas tout le monde qui est bien élevé. Puis, c'est pas tout le monde qui fait preuve de respect. Puis, on peut, mais quand ça se répète et que ça devient une agression, là, moi, je pense qu'on a raison de dire hey, ça va faire. Les gens sont membres de l'association. C'est l'association qui gère la salle. À un moment donné, on peut juste dire aux gens, regarde, tu es membre de notre association, là, puis c'est pour ça que tu viens aux activités, que tu viens dans la salle. Si tu continues, dans nos règlements, c'est possible de destituer un membre. On pourrait te mettre dehors de l'association. Si on te mettait dehors de l'association, tu ne pourrais plus venir aux activités, tu ne pourrais plus venir dans la salle. Ce n'est pas ça qu'on veut faire, là. Mais on a le droit à un moment donné, là, si tu nous agresses, on a le droit de se défendre. Bon, on commence par le dire aux gens. Si ça continue, moi, j'ai vu des comités, en comité se réunir, discuter du cas de M. Pilon, là, qui n'a pas d'allure, là, qui menace la violence physique et verbale. Là, quand ça arrive, on ne peut pas laisser passer ça. On dit aux gens de se calmer le pompon et de changer ses comportements. Mais si la personne continue, donc on en discute au comité. Moi, je pense qu'il faut y aller par étapes, effectivement. Première étape, c'est le comité en discute, puis là, on décide d'envoyer une lettre d'avertissement à la personne. On y envoie une vraie lettre disant « Vous avez tel comportement, c'est de la violence, c'est inacceptable, et on vous demande de changer de comportement, parce que sinon, si ça se répète, en comité, le conseil d'administration de l'association pourrait voter de vous. Donc, une lettre d'avertissement, ça continue, après ça, on peut suspendre d'une personne. On peut la suspendre, exemple, pour 1 mois, pour 3 mois, pour 6 mois. On lui dit, vous êtes plus membre pendant 3 mois ou 6 mois. Puis on lui dit, et si vous recommencez après ça, l'étape suivante, ça peut être la destitution. On va vous sortir de l'association. Et c'est arrivé et normalement, les gens vont comprendre. Quand tu reçois une lettre, si tu continues, puis tu te fais suspendre pendant 3 mois, tu n'as plus le droit de mettre les pieds dans la salle. Il y en a qui, en tout cas, c'est rare. Moi, à ma connaissance, là, en 28 ans, je connais 2 locataires qui sont fait expulser comme membres d'une association. Après ça, si la personne elle vient dans la salle, on parle de 2 cas là, sur 65 000 locataires de HLM au Québec. Là, mais dans ces cas-là, effectivement, la présidente de l'association peut appeler la police et dire « Monsieur le policier, on vous demande de passer. Il y a quelqu'un qui est ici qui nous fait du trouble, qui n'a pas d'affaires ici. » C'est rare. Je vous dis, j'en ai vu 2 là, en 28 ans. Là. Parce que les gens comprennent avant. Si on prend les moyens de leur faire comprendre gentiment là, que tout n'est pas... Tu serais dans l'âge d'or ou dans FADOC ou dans nommer n'importe quoi. Tu n'as pas le droit d'insulter les gens à tour de bras. Là. Puis à un moment donné, ça serait normal que les gens disent « Garde, t'arrêtes. » Parce que si tu n'arrêtes pas, on va prendre des recours. Puis les recours, c'est ceux-là. Avertissement, suspension, expulsion. Mais généralement, les gens comprennent avant.
Mais c'est arrivé dans des activités que un monsieur qui, je dis monsieur, là, un monsieur qui est en boisson et qui se met à pincer les fesses de tout le monde, là, ben ça arrive. Est-ce que le comité a le droit de dire, M. Pilon, là, quand vous êtes en boisson, vous faites un fou de vous autres, puis tout le monde, ça casse le party, puis tout le monde s'en va, on vous avertit par écrit. Si vous recommencez ça, on vous suspend pour 6 mois. Vous n'aurez plus le droit de venir aux activités. C'est un des 2 cas auxquels je pense. Ce n'était pas un M. Pilon, par exemple. Ben oui, on a le droit de faire ça. Puis si cette personne-là se présentait pareil à l'activité, on aurait le droit d'appeler la police, puis dire, écoutez, il y a quelqu'un ici qui n'a pas d'affaires ici. Le policier viendrait, puis dirait, écoutez, ils ne vous veulent pas, sortez. Bon, c'est dans les cas extrêmes, c'est ça. Mais normalement, juste de dire aux gens que nos règlements nous permettraient, ça, c'est de la violence que vous faites. Quand vous m'insultez, là, c'est de la violence verbale, là, vous n'avez pas le droit de faire ça. Nos règlements nous permettraient de vous suspendre et de vous expulser, changer d'attitude. Généralement, c'est pédagogique. Mm-hmm. Surtout, oui, c'est ça. Je pense qu'en prévention, il y a... Surtout si nous, on ne fait pas de commérage, on parle pas, comme comité, on ne parle pas en mal des autres. T'sais, les autres n'ont pas plus le droit à ce moment-là de venir parler en mal de nous autres. Là. J'aime bien ton exemple, Robert, dans le sens où c'est sûr que si on montre l'exemple, ben, après, on peut exiger des autres de faire la même chose. Alors que si nous-mêmes, on est dans le commérage, puis on est dans la négative. Puis aussi, peut-être, j'ajouterais dans l'aspect préventif, si le comité a des difficultés avec une personne qui a une mauvaise passe, hein, ça nous arrive à tout le monde d'avoir des mauvaises passes puis d'être un petit peu moins bien engueulé, je dirais. Ça peut arriver. Ça peut aussi être une option de demander à une intervenante communautaire de parler à la personne ou, comme Robert le disait au tout début, de regarder cette personne-là, elle a-t-il un bon lien avec quelqu'un d'autre? On peut-tu l'interpeller, cet ami-là ou ce voisin-là avec qui il s'entend bien pour voir si elle serait à l'aise d'aller parler à la personne, puis avant de passer à plein d'autres étapes pour peut-être juste calmer le jeu. Ça, je pense que c'est... Puis d'être stratégique. C'est sûr que si la personne qui va adresser la parole à cet individu-là, il n'y a déjà pas une très bonne relation, c'est pas gagnant. On pense pas que le comportement risque de changer. Fait essayer d'être stratégique le plus possible, puis après ça, ben, il y a un bout, évidemment, qui appartient à l'autre, c'est certain. Il y a des comités qui ont dans les salles communautaires qui mettent le règlement à l'an. Il y a quelqu'un qui le oui. Il y a plusieurs comités qui ont une petite affiche avec 3, 4, 5 règlements dans la salle. Hein? Il y en a, si on n'a pas le droit de jouer à l'argent, pas le droit de sacrer, respect, ça tourne autour de... c'est une bonne idée. Puis ces règles-là sont pour tout le monde, là, sont connues puis sont pour tout le monde, pour les gens du comité puis pour les autres aussi. Ça fait que des fois, ça peut être plus facile avec ça de dire, regarde, là, c'est pas juste moi qui le dis, là, c'est les règles qu'on s'est données. Ça fait que c'est pas juste à moi que tu vas avoir affaire ou que c'est pas juste à moi que tu fais de la peine. C'est nos règles qu'on s'est données puis il faut que tu les respectes. Puis il y a des gens qui sont ailleurs et qui ne le savent pas des fois. Eh oui. Ça fait que ça prend... Ils ne voient pas l'impact. Toi, Catherine, a raison. Aussi... Pardon, excuse-moi. Je disais que tu avais raison. Ah, j'aime ça. On a aussi Mme Lavigne qui dit « Est-ce que c'est une bonne idée de former un comité de gestion des plaintes pour régler des situations pour des cas qui seraient répétitifs? » À l'office, c'est-à-dire, il y a le compte. Là, on parle entre locataires là, dans nos immeubles, mais c'est sûr qu'au niveau de l'office municipal, le conseil d'administration de l'office, oui, c'est une bonne idée de se donner un comité de gestion des plaintes. Normalement, c'est au directeur ou à la directrice de les régler, les plaintes. T'sais. Sauf que d'avoir un comité qui chapeaute le directeur ou la directrice, qui est là pour l'aider, pour lui dire, regarde, parce que des fois, il y a des cas simples que le directeur est capable de régler, ou la directrice, mais des fois, il y a des cas plus compliqués. Là. Vendeurs de drogue, des gens qui ont des problèmes d'autonomie importante, puis que l'Office a beau demander de l'aide, puis au secours, puis les services sociaux, venez aider ces personnes-là, on n'en trouve pas. T'sais. Donc, oui, c'est une bonne idée d'avoir un comité de gestion des plaintes. Ça force le directeur à faire rapport des plaintes qu'il reçoit. Comment il est règle-tu ou puis il règle-tu à satisfaction des locataires. T'sais. Ça le force à faire rapport. Puis, ça permet aussi d'avoir un comité qui va aider le directeur et donner d'autres idées. T'as-tu pensé à faire ça, à essayer ici? Ce comité-là, habituellement, quand il y en a un, sur le conseil d'administration, il y a des locataires.
Fait que puisque le comité de gestion des plaintes, c'est un comité du conseil d'administration, c'est toujours le fun qu'il y ait un locataire dessus, pour s'assurer que les problèmes, on les règle, qu'on ne les passe pas en dessous du tapis. Fait que oui, c'est une bonne idée. Ce n'est pas obligatoire, par exemple, d'avoir un comité de gestion des plaintes, mais il y a des offices qui en ont un, puis ça aide l'administration à être plus vigilant dans le traitement des plaintes, mettons. Puis encore là, quand on parle des plaintes, l'idéal, c'est de faire des règlements à l'amiable qui vont faire l'affaire de tout le monde. T'sais, si tu as deux locataires qui se pognent, si tu donnes raison à un et que l'autre est encore malheureux, tu as juste réglé la moitié du problème. Tu ne l'as pas réglé à 100%. Le problème, l'idéal, c'est d'avoir deux locataires qui vont être heureux. C'est toujours dans l'esprit de on est là pour fournir des logements pour que tout le monde soit content. S'il y a des gens qui ne sont pas contents, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils le deviennent? Des fois, par exemple, s'il y a deux personnes qui chicanent, peut-être que d'offrir à une personne de le déplacer pour le mettre dans un autre environnement où il va pouvoir recommencer sa vie ou dans une place plus tranquille. Il y a des gens qui sont intolérants au bruit, là, mais vraiment intolérants au bruit au point d'en être désagréables. Ils se plaignent tout le temps, mais ils sont vraiment dérangés par le bruit, plus que la normale. Fait que c'est sûr, tu peux dire, cette personne-là, c'est une fatigante, elle se plaint tout le temps, elle n'est jamais contente, le moindre bruit la dérange, mais tu n'as pas réglé son problème, elle est malheureuse pareil. Fait que peut-être que tu peux dire, y a-tu un logement HLM dans notre office où elle n'aurait personne au-dessus, en dessous, ses côtés, en tout cas, dans un coin. Quand tu veux régler à la satisfaction de tout le monde, il faut que tu te creuses les méninges pour trouver des solutions qui pourraient... Je donnais tantôt l'exemple à Montréal. Non, je ne la donnerai pas. OK. Mais, donc, règlement à l'amiable des conflits, ça ne veut pas nécessairement dire, parce qu'on disait tantôt, quand les gens se plaignent, bien, ça se peut qu'il n'y en ait pas juste un qui a raison puis l'autre a tort. Là. Ça se peut qu'à un moment donné, dans des conflits, là, tu ne sais même plus qui a commencé. Là, on se chicane depuis 3 ans. Là. Oui, c'est lui qui a commencé, mais il m'a fait chier, je l'ai fait chier. Il a mis son système de son. À un moment donné, j'ai pogné les nerfs, j'ai mis le mien aussi. Puis là, mes amis se sont mêlés. À un moment donné, tu sais, c'est comme un petit peu comme la... j'allais dire Anna ou F, mais c'est pas ça. Pas en tout. C'est... L'œuf ou la poule? Non, ça y est, en Italie, là, une belle histoire d'amour là, qui se passait à... Babel? Non, Abel et Caïn, non, c'est pas lui. Hey, le gars puis la fille qui voulait se marier, mais qui étaient de 2 familles qui s'haïssaient et qui ne se rappelaient plus pourquoi. Là. Roméo et Juliette! Oui! Bon! Oh boy! Merci. C'est qu'à un moment donné, ça n'avait plus l'origine du conflit, mais ça avait pourri la planète. Il ne vivait pas dans un HLM à l'époque. Roméo et Juliette, Adam et Ève. Oui, on a de la culture où on n'en a pas. Hein? Moi, j'en ai pas. OK. Donc, effectivement, quand tu dis, il faut voir un peu, il avait donné la ligne tout à l'heure qui disait, en fond, l'office, il faut vraiment qu'il regarde les deux côtés de la médaille, hein, les deux perceptions de chacune des parties. La même chose aussi pour les associations de locataires. Hein, quand il arrive une situation, des fois, c'est difficile de ne pas prendre parti. Donc, ça peut être tout un défi d'essayer de comprendre la perception de chacun. Je vais y aller. On a encore un petit 15 minutes. Donc, je vais y aller avec une question qui serait au niveau... c'est une question vraiment très précise, mais je la trouve intéressante, puis elle a été posée pas mal plus haut. Est-ce qu'on a le droit de prendre des photos d'une personne qui fouille continuellement dans les poubelles pour apporter du stock puis ramasser des cannes puis toutes sortes d'affaires? Est-ce que, comme preuve ou comme pour pouvoir agir par la suite, c'est possible de faire ça? Je pense que c'est important. La réponse, c'est non. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Au Québec, là, on n'a pas, en raison de la loi sur la protection des renseignements personnels, on n'a pas le droit de prendre la photo de personne sans demander la permission. C'est aussi simple que ça. Là. On n'a pas le droit de prendre la photo de quelqu'un sans demander la permission. Fait que, puis, on ne peut pas se servir comme preuve d'une photo dont on n'aurait pas obtenu la permission de la personne. C'est un petit peu les... Puis, chacun a le droit à sa vie privée. Fait que moi, si je me promène, j'aimerais pas ça que le monde me prenne en photo, me check et me prenne en photo. C'est vrai que tu aies la conscience tranquille ou que tu fasses des mauvais coups, là,
Les gens n'ont pas le droit de te prendre en photo sans te demander ta permission. Je pense que ce n'est pas une nécessité non plus. Ça peut être la spirale de la dénonciation aussi, là, où là, on se met à se checker les uns les autres. Puis là, on pourrait parler des caméras, mais c'est un peu la même chose. Les offices n'ont pas le droit de mettre des caméras pour checker les allées et venues de tout le monde. On a droit à notre vie privée, sauf dans des cas bien précis. Je veux dire, si à 3 heures du matin, il y a un malfaisant qui tire la sonnette d'alarme de tout le bloc puis que ça se répète, oui, l'office aura le droit de mettre une caméra dans un corridor pour pogner le malfaisant qui tire la sonnette d'alarme. Mais une fois qu'il serait pogné, on devrait l'enlever. Donc, le respect de la vie privée, là, ça existe au Québec. Qu'on soit dans un HLM ou dans un condo de luxe, on a droit à notre vie privée. Ça n'empêche pas les gens de se plaindre, ça, par contre. Je veux dire, ben, ceci dit, que quelqu'un fouille dans le recyclage ou dans les poubelles, moi, je me dis, c'est surtout une personne qui est mal prise. Si la personne a fouille dans les vidanges, c'est parce ou ben donc, elle est bien pauvre ou elle a un problème de santé mentale. Hein? Elle a un problème. Puis, effectivement, il faut la signaler parce qu'elle a un problème. Dans le but qu'elle se fasse aider. Bien sûr. Là, tu as touché le sujet des caméras. Puis là, j'ai vu, il y a Lucien Dionne qui a demandé dans les stationnements. Donc, souvent, les questions qui nous sont posées, c'est est-ce qu'on peut mettre des caméras dans un corridor? Est-ce qu'il y a des exceptions où on pourrait le faire? Il y a des caméras dans le hall d'entrée. Si je suis tannée, je veux prouver quelque chose, je peux-tu y avoir accès? Puis la question des caméras dans le stationnement. Je te fais ça en vrac. Écoutez, là, c'est pas moi qui invente les affaires. Là. En vertu de la loi sur la protection des renseignements au Québec, il y a la Commission d'accès à l'information qui est le chien de garde là, sur ces questions-là. Avec l'informatique qui s'est développée puis la miniaturisation. Tu bien dit? Avant, ça coûtait cher des caméras. Il y avait juste la police et les détectives qui avaient ça. Puis à ça, n'importe qui peut installer des petites caméras n'importe où. Là, ça ne coûte plus rien. C'est clair, les règles, c'est que tout le monde a le droit à la protection de sa vie privée. Puis tu n'as pas le droit de filmer quelqu'un à son insu. Donc, les propriétaires au Québec, que tu sois dans un condo, un HLM, un bloc appartement, tu n'as pas le droit de mettre de caméra. Règle générale, tu n'as pas le droit de mettre de caméra. Donc, de deux, si tu en mets, tu es censé demander la permission à la Commission d'accès à l'information, puis tu dois être capable de justifier à la Commission d'accès à l'information que tu as mis une caméra parce que tu as un problème grave, puis qu'il n'y a pas d'autre moyen de le résoudre que de mettre une caméra. Puis plus que ça, puis qu'une fois que tu vas régler ton problème grave, tu vas l'enlever, la caméra. Ça, c'est la politique qui existe au Québec sur est-ce qu'on peut mettre des caméras. Fait que s'il y a un problème dans un stationnement et qu'il y a du vandalisme, 10 chars se font vandaliser, le mois d'après, 10 chars se font vandaliser, est-ce qu'un office aura le droit de mettre une caméra? Oui, c'est raisonnable. Tu mets une caméra, tu pognes le kid et sa gang qui font ça, puis normalement, tu l'enlèves et tu n'en as plus besoin pendant 10 ans. Tu sais, ça dépend des cas. Si dans un immeuble, dans un quartier, il y a des graves problèmes de sécurité, ça peut justifier de mettre une caméra à l'entrée. Mais à un moment donné, c'est pour régler un problème. Il ne faut pas que la caméra, ça devienne comme les hiboux en plastique. Là. Tu mets un hibou en plastique pour faire peur aux pigeons idiots, là. Puis après une couple de semaines, les pigeons se posent sur la tête du hibou en plastique, puis ça ne fait plus peur à personne. Puis là, ça devient une habitude. Tu as des caméras qui checkent, mais qui ne checkent plus rien. Il faut être prudent. Là. Tu ne peux pas en mettre dans un corridor pour checker les allures. Moi, si ma blonde vient me voir à 3 heures du matin et qu'elle ressort à 3h15, c'est ma vie privée, ça. Personne n'a besoin de savoir ça. Puis encore bien moins le directeur ou la directrice de l'office ou le concierge. Ça fait que c'est sérieux d'installer des caméras. C'est possible, mais dans des conditions précises. Tu ne peux pas dire on peut en mettre partout. Bon, nous, à la Fédération, on s'est battu. C'était ridicule. Elle ne nous écoute pas, j'espère. Dans l'office des Appalaches. Avant, c'était des petits offices. Là. Ils ont tous fusionné ensemble. Ce n'est pas la faute de l'office des Appalaches. Mais dans un HLM, il y avait 12 logements personnes âgées. 12 logements personnes âgées. Et la directrice voulait installer une 13e caméra.
dans un HLM personne âgée, dans un coin super beau, mais assez perdu, merci, là, où la drogue ne fluxait pas. C'est vraiment un coin, un village. 13 caméras dans un immeuble de 12. Les gens se seraient crus dans l'unité 9. C'était fou. Bon, est-ce que c'était légal? Non, c'était abusif. Bon. Après ça, tu as le contraire. Tu as des places où tu as de la violence. Puis oui, les administrations peuvent être justifiées de mettre des caméras pour surveiller. Mais entre les deux, il faut juste être conscient que c'est une entorse aux droits de la personne que de checker le monde. On n'est pas en prison. Ça fait qu'il faut y aller avec prudence et parcimonie avec l'utilisation des caméras. Il faut que ce soit justifié. Quand c'est plus justifié, enlevez-moi ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la Commission d'accès à l'information. Je pense que ça serait bien que tu nous précises, Robert, dans quelle mesure ces images-là, la captation de ces images-là peuvent être utilisées. Moi, là, c'est la personne qui m'envoyait promener là, dans la salle communautaire et qu'elle n'arrêtait plus. Il y en a moi, qui je veux m'en servir de ces images-là. Il y en a qui voudraient qu'on s'est fait voler du linge. Le linge disparaît dans les salles de lavage. On s'entend. Je suis sûr qu'on ferait un sondage dans toutes les HLM du Québec. Les laveuses et les sécheuses, ils mangent le linge. On le sait. Bon, mais donc, est-ce qu'on peut mettre des caméras dans les salles de lavage pour pogner la personne qui nous vole nos bas ou nos beaux chandails? Non. Ce n'est pas un fait grave qui justifie de checker tout le monde qui rentre dans la salle de lavage. Parce que l'autre élément, c'est quand tu fais ça, comme c'est une entorse aux doigts de la personne, tu suis le monde, tu les espionnes. C'est réglementé. Qui va regarder les cassettes? Dans chaque office, là, si tu pièges Jean-Jacques, là, viens voir ça, viens voir la. C'est censé être très réglementé. Là. Tu ne peux pas te faire un party d'employés en checkant les vidéos de la salle de lavage. Là. C'est une personne, c'est dans les places où ça se fait, là, où c'est autorisé, c'est une personne, c'est sérieux. Après ça, puis à qui on peut montrer ces éléments-là, c'est seulement s'il y a des poursuites. Si on décide criminel, la police décide de poursuivre aux criminels, ils viennent, ils ont un mandat, ils prennent des bandes vidéo. Vous voyez, c'est très, très, très sérieux, puis c'est pour des cas très graves. Alors qu'on le sait, dans ma madame qui avait 12 caméras là, dans son petit office, dans un coin perdu, elle ne respectait pas ces règles-là pantoute. Là. Elle pouvait suivre elle-même là, de son bungalow de directrice à temps partiel. Avec 12 caméras, elle pouvait suivre tout ce que le monde faisait dans l'immeuble 24 heures sur 24. C'était de l'abus de pouvoir évident. Tu sais. On a Joanne qui nous demande si l'Office ne veut pas poser de caméra, est-ce que, comme locataire, on peut faire la demande à la commission ou est-ce que le comité des plaintes pourrait le faire ou même visionner? Là, tu as répondu en partie. Donc, moi, la question, c'est pas comme locataire, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de mettre des caméras et de filmer tous nos voisins là, sans leur demander leur permission. C'est une atteinte à leurs droits. Eux pourraient se plaindre. Pas juste à l'Office, ils pourraient nous amener même aux petites créances qui nous poursuivent en dommages et intérêts pour atteinte à leur vie privée. Il y a tout ça. Donc, comme locataire, on ne peut pas filmer les autres sans leur permission. S'il y a un problème, que ce soit un problème de sécurité dans le stationnement, un problème de gens qui rentrent dans le HLM et qui allent voler les gens, quand il y a un problème, moi, je pense, oui, il faut l'amener au conseil d'administration, à la direction. Puis si ça ne se règle pas, il faut l'amener au conseil d'administration de l'Office. Il faut fighter le point en disant qu'il y a un problème, il faut le régler. Qu'est-ce qu'on fait? Puis si ce n'est pas une caméra, ça sera autre chose. Là. Mais il y a un problème, il faut le discuter puis il faut trouver une solution. Peut-être que la solution, ça va être de dire oui, OK, on va demander la permission, on va en installer une caméra, comme ça peut être autre chose. Ça peut être de demander à la police communautaire de venir, ça peut être de demander au concierge de passer plus souvent. Mais il ne s'agit pas de cacher les problèmes et de ne pas les régler. Je dis juste que les caméras, c'est un outil qu'on peut utiliser en dernier recours quand il n'y a pas d'autre méthode pour régler un problème de sécurité. Bon, puis l'Office a l'obligation de régler les problèmes de sécurité. Donc, on ne peut pas juste fermer les yeux. S'il y a des problèmes graves de sécurité, il faut que l'Office move. Bon, puis effectivement, une des façons de mouver, c'est d'installer des caméras. Mais tu sais, il y a 180 offices au Québec, là. On ne peut pas dire que ça serait normal que les 180 offices installent dans les 8000 bâtiments HLM du Québec des caméras partout. Là. Ça serait un État totalitaire policier. Là.
Mais qu'on le fasse à quelques places. Pour rénover. En plus. Ouais. Puis en plus, les caméras, c'est de la gestion, hein? Parce que c'est les bandes, ils s'effacent, là. Fait qu'il faut que ou tu les visionnes ou ils s'effacent. Il faut que tu les changes. Si tu les gardes, il faut que tu les conserves. Tu sais, il y a toute une gestion là, des bandes vidéo. Là. Si tu l'installes juste une semaine, ça va. Mais s'ils sont là tout le temps, moi, je vous dirais, la majorité des caméras des HLM, là, ils ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas. C'est du bidon. Robert, je vais devoir t'arrêter. C'est mon hibou en plastique. Là, il y a juste les donos qui pensent que la caméra, c'est dangereux. Les vrais voleurs, là, ils savent que la caméra, tu passes à côté, elle ne te verra pas. Puis, juste en 30 secondes, les caisses populaires des jardins, quand tu voles les guichets automatiques, là, tu voles le guichet automatique, la caméra est à 6 pouces de ta face. Quand ils mettent des annonces dans les journaux pour dire « Reconnaissez-vous cet individu qui a volé notre guichet automatique », les photos ne sont même pas... C'est dur de reconnaître quelqu'un. Ça fait qu'imaginez à se faire une caméra d'un office municipal en haut dans le corridor ou dans le stationnement, à noirceur, qui spot 100 pieds plus loin. Pensez-vous honnêtement qu'on peut aller bien, bien loin avec ça? C'est toujours éclairé chez nous. OK. Je m'excuse. Là, je vais arrêter la discussion parce qu'il est 3h moins 4. Et donc, je veux juste faire un petit, en bon québécois, wrap-up, un petit retour sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Je pense qu'on aurait pu prendre plein d'autres exemples puis échanger encore longtemps. Si on regarde vitement, là, tout à l'heure, on les a mis en 3 étapes. La prévention, évidemment, la discussion, l'échange, essayer de voir un terrain d'entente. C'est toujours l'idéal. C'est toujours là la clé du succès, puis c'est pas toujours évident. Après ça, on a parlé de l'échange plus de type médiation. Il y a des ressources qu'on peut aller chercher aussi pour nous aider au niveau de la médiation. On a parlé de l'office, on a parlé de l'association, des fois qui est à l'aise de faire ça. Une personne qui est peut-être plus complice avec ou qui a un lien particulier avec une personne qui a un comportement plus désagréable. Mais ça peut être aussi les organismes de justice alternative. Il y en a qui connaissent Equijustice. Il y en a plusieurs partout à travers le Québec qui offrent un service de médiation qui est gratuit. Donc, il y a ça aussi qui existe. Donc, une des options, c'est évidemment d'aller chercher une aide extérieure. Quelqu'un qui est neutre, puis que la personne aussi ne pense pas que de toute façon, il y a un parti pris. T'sais. Des fois, ça peut être bien d'avoir quelqu'un de neutre. Puis ça peut être également l'office, évidemment. Et dernière chose qu'on a vue au niveau du tribunal administratif, quand c'est des cas extrêmes, l'office peut aller chercher un mandat pour obliger la personne à changer de comportement et la menacer de la mettre dehors, mais pas nécessairement appliquer le mandat que le tribunal administratif va lui donner, mais lui dire là, c'est assez, on est passé par plein d'étapes, plein de recherches de solutions ensemble. Là, il y a un juge du tribunal qui nous donne la possibilité de vous mettre à la porte. Il faut que le comportement change. Donc, ça, c'est dans les cas extrêmes. Et si l'office ne va pas devant le tribunal et que vous êtes vraiment, vous avez une grande perte de jouissance, puis vous jugez que l'office ne fait pas sa job, elle ne veut pas aller devant le tribunal administratif contre un locataire, bien, le cas extrême, c'est que vous, comme locataire, vous alliez au tribunal administratif, contre l'office municipal pour l'obliger à agir dans une situation. Donc ça, c'est les cas vraiment extrêmes. Et donc, je vous remercie beaucoup. Je trouve qu'aujourd'hui, ça a été un peu plus participatif. Moi, j'aime ça vous entendre. J'aime ça quand les gens réagissent et ils se posent des questions ensemble. Merci beaucoup de votre participation. La semaine prochaine, c'est pas une causerie ordinaire. Donc, on vous invite, c'est une table ronde. Probablement que la majorité d'entre vous, vous le savez. Il y a eu une entente entre Québec et Ottawa. Donc, entente fédérale provinciale sur le logement. Il y a une partie qui vous concerne dans cette entente-là, concerne la rénovation des HLM, concerne des nouveaux bâtiments aussi, peut-être au niveau de la construction du développement. On a entendu plein de choses. Donc, on aimerait vous convier la semaine prochaine à un échange entre la Fédération et le FRAPRU sur
c'est quoi cette entente-là fédérale-provinciale, puis qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans les HLM. Donc, Robert, si tu me permets de partager, j'ai l'affiche que j'aimerais partager. Je fasse quelque chose pour que tu puisses le faire? Ou... Non, je pense que c'est bon. Est-ce que vous la voyez? Oui, très bien. Donc, l'entente Québec-Ottawa permettra-t-elle de rénover nos HLM? Et donc, c'est lundi prochain, comme à l'habitude, d'1h30 à 15h, et c'est sur Zoom. Donc, on vous invite à être présent. Je pense que c'est vraiment, ça vous concerne directement, hein? Ça concerne directement l'avenir de nos HLM. Donc, on prend différentes formules cette fois-ci. Donc, Robert, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'est complet. C'est complet? Donc, on s'arrête là-dessus. On vous dit encore une fois un gros merci d'être là. Permettez-nous de participer et on se voit soit lundi prochain pour la table ronde ou mercredi pour la suite de la formation pour les comités consultatifs de résidents. Donc, sur ça, on vous souhaite un excellent début de semaine. Où se procurer la charte du bon voisinage? Ah, c'est une bonne question. Robert va la mettre sur le site, hein? OK. Oui, elle va être sur le site avec le vidéo de la rencontre d'aujourd'hui. Sur la page d'accueil de la Fédération à droite, là, vous allez avoir la vidéo et la charte de bon voisinage. Bingo, monsieur. Merci. Bonjour. Portez-vous bien, tout le monde. Oui, merci beaucoup. Bonne fin de journée.